Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Virginie Lagerbe de Pérégrine sur le podcast Haricots Verts. Bonjour Virginie. Bonjour Pauline. Alors Virginie, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours qui t'a amené à la couleur végétale ? Alors, je suis coloriste teinturière. C'est un nom que j'ai un peu inventé parce que je n'avais pas d'équivalent. En fait, je m'intéresse donc aux gammes de couleurs que cache la nature. Et c'est le médium de la teinture végétale qui me permet de raconter un petit peu cette histoire de cet entremonde de couleurs qu'on ne voit pas avec les yeux, qui est caché dans tout un tas de plantes, d'essences, d'arbres, etc. Et le seul moyen de les voir, c'est de passer par la teinture végétale. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis plus coloriste que teinturière. Et je suis plus coloriste aussi dans le sens où ce qui m'intéresse, ce sont toutes les harmonies de couleurs que réserve la nature. Et non pas comme pour les teinturiers, les gammes de couleurs qui vont être solides en fait, hein. Moi, je prends toutes les teintes qui peuvent être cachées dans les végétaux en fait. Voilà. Euh, Moi, c'est une reconversion. J'ai longtemps travaillé, je suis plutôt littéraire de formation, j'ai fait du droit, de la science politique et de la communication. Je faisais du développement touristique en zone rurale et je faisais des stages de découverte, parce que j'étais amenée dans mon travail, j'étais attachée de presse pendant assez longtemps, à rencontrer des artisans et ça me faisait rêver en fait, de les voir les mains dans leur art. Voilà, j'ai toujours rêvé un peu d'avoir un atelier, je ne savais pas trop de quoi. Et du coup, j'ai fait plusieurs ateliers et j'ai fait une formation de teinture végétale chez Magali Bontou, qu'il faudrait vraiment entendre sur ce podcast parce que c'est quelqu'un de génial. Et Magali m'a dit donc elle est dans la Drôme, hein, c'est l'herbier en couleur. Et elle m'a dit quelque chose qui a complètement fait changer ma vie. Moi, j'étais en plein questionnement donc sur la suite que je voulais donner à ma carrière. Je voulais en changer. Et elle m'a dit qu'en fait, on avait des colorants partout autour de nous, qu'on ne voyait pas. Donc évidemment, dans le cadre de cette formation, elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je n'avais qu'une envie en rentrant chez moi, c'était de voir dans mon petit jardin de ville si j'avais moi aussi quelques couleurs qui étaient cachées. J'y croyais pas trop. Et en fait, en me plongeant dans des livres, notamment, voilà, celui de Marie Marquet, Dominique Cardon, Élisabeth Dumont aussi, qui a écrit des livres très précieux là-dessus. C'est pareil, j'aimerais bien l'entendre un jour sur ce podcast. Elle y sera Virginie. Elle y est, on a enregistré. C'est super. Mais je me suis rendu compte que oui, dans mon petit jardin, j'avais des plantes colorantes. Et du coup, j'ai révélé ça sur différents types de fibres, puisque comme on l'a maintes fois répété sur ce podcast, les colorants réagissent différemment en fonction de cette nature, en fait. Et alors là, j'ai découvert des couleurs que je ne voyais pas et qui pourtant sont dans mon jardin. Et mon réflexe, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était des couleurs très déco. J'ai voulu les faire rentrer dans ma maison, dans mes intérieurs. Donc, j'ai cherché des peintures, j'ai essayé de m'approcher au plus proche de ce que j'avais révélé sur tissu. Et puis, de faire rentrer des céramiques, des textiles pour que l'âme de mon jardin, en fait, rentre dans ma maison. Et ça, je l'ai fait vraiment, voilà, spontanément, et en fait, ça a beaucoup plu à ma famille, à mes copains, aux gens qui passaient chez moi. Et ça m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin, en fait. Et puis, donc j'ai exploré tout un tas de plantes. Moi, j'habite en Puisay, on appelle le pays de Colette, là, en Bourgogne, aux confins de la Bourgogne, qui est un pays de bocage et de forêt.
qui a un magnifique jardin de couleurs, il y en a partout. Et j'ai eu l'idée d'aller explorer, en plus des plantes que j'avais faites, les plantes de la campagne, le jardin d'enfance de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisée. Donc Frédéric Magé, le directeur, m'a ouvert grand les bras pour que je puisse faire cette exploration. Et j'ai exploré ce jardin, j'ai trouvé une multitude de plantes colorantes et j'ai décidé d'en sélectionner 9, comme je le ferai ensuite pour tous les jardins que je visiterai par la suite, qui me paraissaient emblématiques parce que Colette en parle dans ses écrits. Et donc je mets en abîme dans ce nuancier, cet album nuancier textile que j'ai fait de l'âme colorée du jardin de Colette, 9 plantes avec 9 citations que j'ai trouvées dans les écrits de Colette. Voilà. Et j'ai fait des fêtes des plantes pour me faire connaître. Je faisais des foulards, je faisais des petits accessoires. Et j'ai fait Chantilly, j'ai fait Beauregard, j'ai fait l'Abbaye royale de Chaly. Et j'ai remporté un prix à l'Abbaye royale de Chaly qui m'a été décerné par l'Institut de France et qui m'a fait comprendre que j'étais un peu novatrice dans ma façon d'aborder les jardins, en fait. Donc ça m'a confirmé cette idée de poursuivre, en fait, et d'aller visiter d'autres jardins. Voilà. Et alors, du coup, je peux me permettre de te demander, tu as parlé de ton jardin en ville, des jardins, des 9 plantes que tu as sélectionnées dans le jardin de Colette. Tu peux nous en citer les plantes, du coup, nous donner des noms de plantes que tu as trouvées emblématiques, qui t'ont plu? Alors moi, dans mon jardin, j'ai un cerisier, j'ai un pommier, j'ai de la spérule odorante, j'ai du houblon, j'ai j'ai du polygonum en plexicole que ma mère m'a donné et dans laquelle j'ai réussi à extraire, grâce à un bouquin de Michel Garcia, des pigments d'indigo. Donc j'étais un peu folle dans mon jardin parce que j'ai réussi vraiment à faire mon petit délire de sorcière tranquille, en embêtant personne et sans être embêtée. Donc ça, c'était top. Et évidemment, comme toutes les personnes qu'on a entendues dans ce podcast, cette passion pour les couleurs du règne végétal m'a emportée. Et dans le jardin de Colette, il y a de la vigne vierge, il y a un noyer, il y a un ginkgo biloba, il y a un cerisier, il y a un prunier, il y a un abricotier, il y a un sureau, il y a du troène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, c'est les principales plantes. Et puis de l'oignon. Mmh. De l'oignon. J'ai abordé aussi les oignons, puisqu'en fait, le jardin de Colette, il a été créé par sa mère, Sido, qui a transmis à Colette, en fait, tout ce don du regard porté sur le règne végétal et sur le règne animal aussi. Voilà. Voilà. OK. Et donc, comment tu es arrivée, donc de cette, on va dire, de cette approche des jardins particulière et le fait que tu fasses rentrer la nature dans ta maison, on va dire, à l'aventure, pérégrine? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du début, comment ça s'est créé? En fait, comme je le disais, j'ai exploré pas mal de plantes en puisée, en m'appuyant alors sur des bouquins de, évidemment Dominique Cardon, donc Marie Marquet, Elisabeth Dumont, Michel Garcia, et cetera. Enfin tout ce qu'on a pu trouver, de récent et d'ancien là-dessus. J'y reviendrai sûrement après. Heu et il y a Hubert Reeves, l'astrophysicien qui habite pas très très loin de chez nous, là en Puisée, qui a écrit un livre qui s'appelait Les fleurs de mon jardin, je crois. Et comme c'est un astrophysicien, et très naïvement, j'ai pensé que j'allais trouver plein d'infos sur la chimie des plantes. Et ben, en fait, pas du tout. C'est un bouquin uniquement poétique. J'ai adoré l'idée que cet astrophysicien qui va regarder au bout de l'univers puisse s'intéresser d'aussi près à ces petites fleurs sauvages. J'ai adoré l'idée. Et en fait, en feuilletant son livre et en voyant le nom des plantes, j'ai vu des couleurs. En fait, et je me suis dit, tiens, il a ça chez lui, il a telle et telle et telle couleur. Tiens, il a pas ça, par contre. D'où l'idée, effectivement, de poursuivre cette idée de faire rentrer les couleurs dans les intérieurs. Voilà. Donc on m'a fortement soutenue autour de moi, par rapport à ce que j'avais déjà fait pour que je poursuive sur cette voie, et j'ai créé une micro-entreprise, en juin 2018.
Et donc il y a eu le jardin de Colette que j'ai fait connaître lors du lancement de Pérégrine. Et comme je le disais tout à l'heure, donc le prix que j'ai reçu à l'Institut, qui m'a été décerné par l'Institut de France, m'a permis de rencontrer dans le jury des personnes qui m'ont fait travailler derrière, notamment en Normandie, pour le département de la Seine-Maritime, qui on était au moment où il y a eu l'explosion de l'usine, je sais plus, c'était l'usine à Rouen, Ouais, je sais plus le nom Azégoï. aussi, mais d'accord, je vois bien. Et là, vraiment, ça a été un énorme choc pour tous les habitants, évidemment, de cette ville et de cette région. Et voilà, le département de Seine-Maritime avait envie de faire vivre les jardins, de raconter vraiment d'autres histoires. Et c'est vrai que ce que j'avais fait chez Colette les a beaucoup inspirés. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur le jardin du musée Victor Hugo, à côté de Rouen, qui est la maison où a vécu sa fille Léopoldine Hugo. C'est aussi là qu'elle s'est noyée. Elle s'est noyée dans la Seine juste devant. Donc la maison est assez chargée et on m'a demandé de parler de Victor Hugo, de sa fille, de l'enfance, de couleurs, de mettre un petit peu de gaieté dans cet endroit-là. Et du coup, j'ai abordé le jardin sous l'aspect donc cet univers invisible qui tenait tant, qui était cher à Victor Hugo, et sur le langage romantique des plantes, qu'on a complètement oublié et qui m'a permis de fouiller et puis de me rendre compte que oui, beaucoup de plantes déjà au 19e siècle, c'était vraiment au tout début du lancement du langage romantique des plantes. Et voilà, j'ai mis tout ça en abîme pour faire une exposition qui a été proposée en 2020, qui a été renouvelée en 2021, parce que ça a beaucoup plu. Et puis, je voulais travailler sur les plantes nourricières. Et le département de Seine-Maritime m'a proposé aussi, le service culturel, de travailler sur le jardin, sur le potager remarquable de l'abbaye de Beaucherville, à côté de Rouen, où là, j'ai fait une très belle expo à ciel ouvert, puisqu'on a imaginé des coffrets avec des petites vitrines enchâssées dans ces coffrets où on pouvait voir justement des échantillons. On pouvait vraiment voir in situ les couleurs que cachait chaque légume ou fruit. Donc ça, c'était super. Ils m'ont fait faire une installation aussi à base de tissu autour de toutes ces essences. Donc ça, c'était génial. Et puis ensuite, il y avait le bicentenaire de la naissance de Flaubert et je voulais travailler sur les plantes médicinales et on m'a confié le jardin du château de Martinville en me disant, les plantes médicinales, vous allez les travailler à travers Madame Bovary, puisque Charles Bovary était agent de santé. Et du coup, on m'a demandé de mettre en abîme le roman des jardins et la collection d'art et tradition normand qui sont dans le château de Martinville. Donc ça, c'était une superbe expérience aussi, vraiment une très belle aventure. Donc voilà, moi c'est vrai que ce que j'aime dans ce que je fais, moi je suis plus en amont de la teinture, je suis dans la fameuse démocratisation de la teinture naturelle. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réaiguiser l'œil du public à ce sens qu'on a perdu. Je pense que comme moi, il y a 200 ans, les gens savaient quelles couleurs ils avaient autour d'eux, puisqu'ils teignaient beaucoup avec les plantes dont ils disposaient. Et voilà. Et moi, je le fais à travers des expositions, à travers des conférences, à travers des démonstrations, à travers des ateliers, des formations aussi, des petits livrets. J'ai fait des petits catalogues aussi qui ont permis de vulgariser quelque chose qui est quand même complexe à la teinture, c'est quand même pas simple. Et moi, la vulgarisation, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Donc, et ça me permettait tout ça d'être dans une transversalité incroyable, de jeter des ponts entre le monde, entre l'histoire, la culture, la géographie, la littérature, la teinture, la chimie, la botanique. Donc voilà, voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous illustrer, parce que sur le format podcast, c'est qu'à l'oreille, mais qu'est-ce qu'on voit dans tes expos, donc dans tes jardins? Donc on comprend bien que tu fais le lien entre l'histoire, les plantes présentes dans les jardins, etc. Qu'est-ce qu'on y voit? Tu as parlé de petits coffrets. Comment ça se présente, tes expositions?
Est-ce que tu peux nous parler Alors, un peu des supports? ces coffrets qui vont d'ailleurs être, dont l'idée va être réutilisée pour la prochaine expo, là, l'exposition au Jardin du Luxembourg. Ils ont beaucoup aimé en fait cette approche du couleurs, naturelles en fait. Il va y avoir des coffrets donc en bois qui seront implantés devant chaque essence que j'aurai travaillée et qui vont présenter sur le couvercle la plante, son nom, son origine, son histoire, les couleurs, les colorants qui s'y cachent et toutes les anecdotes qu'on peut trouver par rapport à leur présence au Jardin du Luxembourg. Et donc à l'intérieur, quand on soulève ce petit couvercle, on va trouver des vitrines dans lesquelles il y aura des échantillons de teinture, donc des fibres différentes. Alors moi, je travaille avec le coton, le lin et la laine. Le coton et le lin parce que j'ai un intérêt hyper important pour le lin. Et je trouve qu'à côté du coton, le lin prend euh, D'accord. toute sa splendeur, quoi. C'est les couleurs végétales, elles ressortent hyper bien sur le lin avec toutes ces brillances qu'on a moins sur le coton. Mais voilà, c'est aussi intéressant parce que sur le coton, on peut avoir vraiment des teintes très différentes. Et puis évidemment la laine. Donc le lin parce que c'est une plante, déjà c'est une plante qui pousse principalement en Europe et notamment en France, qui a toute une démarche pour réimplanter toute cette filière, que ce soit la culture ou le tissage. Donc là, j'étais en lien avec la Confédération européenne du lin et du chanvre, qui s'intéresse aussi beaucoup aux plantes tinctoriales, aux extraits végétaux pour l'industrie. Pareil, ça a été pas mal abordé dans les podcasts, ça. Mmh. Et tout ça, ça m'intéresse aussi. Hein, se servir du passé pour préparer l'avenir, je trouve que c'est indispensable. Euh, et du coup, donc on voit ces vitrines. Alors, il y a une première bande, une première bande d'échantillons qui est sur fibre brute pour montrer qu'il y a des Mmh. colorants qui accrochent sur les fibres brutes et d'autres pas du tout. Il y a une ligne d'échantillons sur fibre mordancée à la lin. Et il y a une troisième fibre d'échantillons mordancée à la lin et nuancée avec du fer. Voilà. D'accord. Pour montrer un petit peu la palette qu'on peut trouver avec un tout petit morceau de racine ou d'écorce ou bon voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je D'accord. montre ça, les gens sont toujours scotchés. Il y a un côté magique. Voilà, moi c'est ce qui me plaît en fait, c'est d'emporter des gens qui soient cultivés ou qu'ils soient moins, jeunes ou Mmh. âgés. Enfin, personne n'est insensible à ça. C'est assez dingue d'ailleurs, assez fou. Donc voilà Alors ce qu'on donc, peut retrouver dans mes expos. vas-y, Et vas-y. puis, il peut y avoir aussi des installations. Donc à Boucherville, j'avais fait un grand mobile multicolore avec des cercles à broder parce que voilà, on était en Normandie, donc il y a aussi une culture de tout ça là-bas. Et puis là, au Jardin du Luxembourg, ce seront des mobiles en bois qui seront composés de feuilles découpées, de feuilles, de grosses feuilles qui correspondront à l'essence explorée, qui seront découpées dans du bois, qui ont été découpées dans du bois et qui ont été peintes, parce qu'on l'a fait la semaine dernière, avec des peintures qui vont reprendre en fait les teintes qu'on retrouve dans les coffrets. J'ai sélectionné 3 teintes D'accord. qui me paraissaient susceptibles d'attirer l'œil, hein, parce que les teintes foncées, le but c'est que ces mobiles ils attirent l'œil du visiteur, du promeneur. Et, et donc là j'ai peint avec une peinture biosourcée de chez Bao, qui est une marque française et qui est biosourcée avec des déchets végétaux. Donc moi je travaille maintenant avec cette marque-là parce que ça boucle ma boucle vertueuse puisque voilà, on recycle du déchet pour en faire de la peinture. Et donc ça, D'accord. il y a des teintes sur mesure et voilà. Mais ça, on pourrait y revenir parce que c'est un peu dans mes projets à venir aussi. Alors du coup, je voulais bien comprendre donc les activités de Pérégrine. Tu l'as dit, tu fais des conférences, tu fais des ateliers, tu proposes donc des revisites de jardin sous un autre angle de la couleur. Est-ce que tu proposes des produits? Est-ce qu'il y a un relais une frange produit dans ton activité?
ou pas? Alors oui, je fais des accessoires. Alors, je fais que des petites pièces. Moi, j'appelle ça des pièces précieuses. Je fais des foulards, je fais des bouillottes sèches, je fais des coussins, je fais des donc étoiles, petits foulards, bon voilà, des choses qu'on peut emporter. Alors il y a un autre univers, je fais des bijoux aussi. Il y a un autre univers qui m'intéresse beaucoup, c'est la laque végétale. Ça, c'est Magali Bontou qui m'a aussi appris à fabriquer ça, qui réserve parfois des surprises. On peut avoir, des laques végétales qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on obtient en teinture et moi, en tant que coloriste, ça m'intéresse, parce que, dans le sureau, on va trouver un bleu presque bleu roi qu'on ne trouve pas sur le tissu. Le Troène, ça va me donner un vert canard très, très beau, et alors, c'est pas des laques dont on peut se servir pour faire de l'aquarelle ou de la peinture, mais par contre, pour moi, en tant que coloriste, ça me permet encore de raconter l'histoire des teinturiers qui recyclaient des pigments comme ça avec cette recette. Pour moi, tout ça, c'est des moyens vraiment de raconter l'histoire, de revenir sur Et le est-ce que tu passé. peux nous réexpliquer? Est-ce que tu peux nous réexpliquer? Excusez, enfin, je dis aux gens, il y a un petit décalage, donc désolé si on se, on se chevauche un peu sur la parole, mais est-ce que tu peux réexpliquer, Virginie, comment on obtient une laque végétale et la différence entre une laque, un pigment, etc., pour que ce soit clair pour tout le monde? Alors, un colorant est soluble dans l'eau. Un pigment ne l'est pas. Un pigment, si on le laisse, dans un bain, il va précipiter, il va tomber au fond de l'eau et il aura pas du tout coloré l'eau, voilà. Et en fait, en teinture, on extrait principalement des colorants, de façon mécanique avec les macérations, des décoctions ou des fermentations. Heu, on a des pigments dans l'indigo. En fait, l'indigo, c'est pas un colorant, ce sont des pigments. Mais et en fait, historiquement, quand on avait un bain de safran, par exemple, et qu'il restait encore un bain coloré, c'était déjà tellement cher à l'époque on n'allait pas bassiner Jeter. un bain, donc en fait, les teinturiers avaient un truc, qui permettait de précipiter, c'est en fait le choc entre, un colorant, du sel d'Alain et des cristaux de soude. Moi, ce que j'explique, je vulgarise beaucoup, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais ça fonctionne, les gens comprennent au moins. Euh, je travaille avec du sel d'Alain, avec comme mordant, qui est un sel métallique qui va se fixer plus ou moins facilement à la fibre. Et ce sel métallique, j'explique toujours que ça ressemble on peut imaginer comme une petite plaquette, comme un petit aimant qui va en fait attirer les colorants et les transformer en pigments, puisque le colorant, en venant s'accrocher, se coller à ce sel métallique, devient quelque chose de solide, devient un pigment. Donc la laque, eh ben, c'est la transformation de ce colorant en pigment. Donc d'ailleurs c'est assez beau à faire. Ça fait une ébullition entre le colorant, l'alun et puis les cristaux de soude surtout. Et donc on a un précipité, on a une eau qui redevient presque claire et on a une petite boue colorée qu'on fait sécher et qu'on pulvérise ensuite. Soit on la fait sécher et puis on la garde, soit on peut aussi cette petite boue la réutiliser quelques jours après pour faire un autre bain en fait. Voilà. D'accord. Et donc, la différence entre une laque végétale et une pâte pigmentaire? Ben alors là je ne sais pas. Parce que tu Parce que vois, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'aurais envie de dire que pour moi, c'est la même chose, bah mais écoute, j'avoue, je ne sais pas non plus, je m'embrouille, donc je mettrai peut-être que dans le petit descriptif. peut-être que la laque végétale, c'est du végétal. Peut-être que la qu'est-ce que tu disais? La laque pigmentaire? La pâte pigmentaire. Peut-être que la pâte pigmentaire, pardon, voilà, peut-être que la pâte pigmentaire, c'est valable aussi pour les minéraux. Je ne sais pas. Pour faire des peintures, Bon, par faut exemple. je creuserai, je C'est couperai intéressant. cette partie au pire. Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est que dès qu'on fouille dans cet univers, chacun a des questions. Moi, je suis toujours hyper scotchée par des questions que posent les gens parce que ça ouvre un champ des possibles qui est immense, quoi. C'est ça, non mais Bon, c'est pour ça que je me permets de poser des questions et qu'on prépare pas tant que ça les échanges pour que ce soit spontané et que les questions viennent spontanément. oui, Donc du coup, tu disais que tu t'intéressais beaucoup à la laque végétale. Tu nous as expliqué du coup comment ça fonctionnait et toi tu les utilises pourquoi ces laques du coup? alors en fait, moi, je les glisse dans des petites bulles de verre soufflé. J'en fais des bijoux, en fait. Voilà.
D'accord, ok. Voilà, pour pouvoir emmener un petit D'accord. peu une partie du jardin. C'est moins cher qu'un foulard et puis c'est hyper joli. Bon voilà, moi je fais Ouais. un petit truc comme si enfin c'est ce que j'avais fait pour moi à l'origine. Tout ça, c'est finalement des choses que j'ai créées pour moi. Et puis bah, j'avais des copains qui voulaient m'en acheter, qui voulaient que je refasse, et qui m'ont dit mais lance-toi, c'est top, c'est super. Et effectivement, voilà, ça plaît parce que ça fait rêver. Les Ouais. couleurs, c'est comme ça la magie, quoi. D'accord. Et alors du coup là, tu as un nouveau projet pour lequel je suis très contente moi de t'avoir et t'en as parlé un petit peu, c'est le projet que tu as avec le Jardin du Luxembourg. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée et nous indiquer surtout les dates de quand ça va démarrer pour que les passionnés et les curieux puissent aller voir ton exposition. Ouais. Alors, le Luxembourg, j'ai eu l'occasion de rencontrer la conservatrice du Jardin du Luxembourg pour un tout autre sujet d'ailleurs. J'étais plutôt dans mon projet de peinture là, de peinture, hein, vraiment pour les murs. Et en fait, elle a flashé sur les différents albums nuanciers que j'ai fait, hein, parce que j'ai dit que j'en avais fait pour la Normandie. J'ai fait aussi celui du château de Rosa Bonheur en 2019. Donc, elle a beaucoup aimé et elle m'a demandé si je serais intéressée pour faire une exposition sur là encore un petit peu l'âme colorée, la palette cachée du Jardin du Luxembourg. Donc, évidemment, pour moi, c'est un super projet. C'est une exposition qu'on est en train de terminer là et qui va être proposée du 1er mai de cette année jusqu'au 30 septembre. Donc ça dure 5 mois et c'est donc directement au jardin. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et en fait, c'est ça aussi que j'adore. On peut pas être dans un jardin plus démocratique que celui du Sénat, encore qu'il est fermé la nuit. Mais voilà, vraiment tout le monde peut y passer, les Parisiens, les touristes. Il y a des gamins qui sont en centre de loisirs, il y a des élèves qui viennent faire du sport à côté de leur école. Donc c'est un jardin, oui, j'espère que voilà, ça va sensibiliser les gens à cet univers qui, moi, je suis quand même hyper étonnée encore maintenant de me rendre compte que très peu de gens savent qu'il y a cet univers de couleurs qui est autour de nous. Et d'ailleurs, dans les jardins que j'ai explorés, les jardiniers étaient très surpris. Ils savent que Ah ouais. l'agate, c'est de la couleur, ils savent que l'indigo, c'est de la couleur végétale, mais pas beaucoup plus. En fait, on parle toujours des superstars de la teinture, euh, mais donc voilà, les Ouais. jardiniers sont aussi très très intéressés par ça. C'est une dimension vraiment qu'on a oubliée. Qui, Ouais, voilà, c'est clair. Il y a ah, vraiment un effacement ouais, de cet art, de ce savoir je suis d'accord avec toi, est complètement fou. ouais. Et du coup, dans cette veine-là, quel est donc toi, tu accueilles le public, donc tu vois leur réaction. Quelle est leur réaction et est-ce que tu trouves, toi, avec ton activité, parce que donc si je calcule bien, ça fait à peu près 5 ans que tu es installé, euh, une évolution sur la couleur végétale, est-ce que tu peux nous en dire un peu ton retour d'expérience? Oui, 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 je trouve que franchement, il y a beaucoup de choses. Il se fait beaucoup de choses, que ce soit dans le monde de l'artisanat, dans le monde de l'art, dans le monde de l'industrie. Ça intéresse vraiment. Vous en avez parlé à plusieurs reprises tous dans les podcasts. Euh, et on comprend bien que finalement, on prend les choses à l'envers. Quand un industriel me dit, ce qui est dommage, c'est que les couleurs végétales, nous, on a besoin d'avoir les mêmes couleurs. Je dis: «Mais quand vous goûtez le vin d'un vigneron que vous aimez, vous ne lui demandez pas de vous faire le même vin l'année suivante. Il va vous donner un vin, avec le même cépage qui sera un tout petit peu différent, qui sera peut-être meilleur». Pourquoi on n'aborde pas voilà, la vie, le quotidien comme ça? Et les couleurs, ça en fait partie. On voit bien que, on est en train de ravager notre planète et c'est à nous de changer. C'est pas à la nature de s'adapter à nos besoins totalement Mm. fous et sans limite. Donc en fait, moi, c'est toujours un peu mon message. Voilà, mais est-ce que les couleurs tiennent? Ben oui, parce que tout ce qu'on voit dans les musées qui a plus de 200 ans, ça vient du végétal. Et puis qu'on se Mm. rend bien compte que les colorants synthétiques, ben, il y a des tissus qui ont quelques dizaines d'années et qui sont déjà abîmés par
ces couleurs chimiques, en fait. Alors, Ouais. faut pas non plus aussi rêver. C'est des couleurs naturelles. Donc ça bouge comme nous, on prend des rides et les couleurs en prennent aussi. C'est pas pour ça qu'on est plus moche. Et, et je crois que c'est vraiment à nous de changer. C'est à nous de changer. Pendant le Covid, c'était une année particulière pour tout le monde, mais c'était génial parce que moi j'ai ressorti des vêtements, des vieux trucs que je mettais plus parce que voilà, c'était un peu, c'était plus voilà. Et en fait, je les ai plongés dans mes bains de teinture, je les ai mordancés, je les ai plongés et c'est reparti. Je me suis refait une petite Ouais. collection de vêtements comme ça. Les coussins que j'ai pu faire avec certaines plantes qui sont pas forcément solides dans le temps, sur plusieurs années, de temps à autre, je les replonge dans une décoction d'oignon, par exemple, de pelure d'oignon, parce que l'oignon ça teint très bien. Mais voilà, c'est pas super solide. Et c'est vrai que je rêve que les gens, ouais, se réapproprient. Puis mon histoire d'oignon, c'est accessible à tout le monde de garder ses Ouais, pelures, c'est de faire clair. un bain. Et de temps à autre, de replonger un t-shirt, de replonger un coussin ou ce qu'on veut en fait. Hein. Et je trouve ça rigolo. Ouais. Donc, enfin moi qui étais dans un monde, voilà, j'étais dans du développement, j'étais dans l'informatique, j'étais dans la communication, de renouer, de me reconnecter au végétal, ça a été tellement salvateur et riche vraiment d'expériences, je dirais même essentiel, que je veux essayer vraiment de faire partager ça aux gens qui viennent me voir en fait, que je rencontre. D'accord. Bon, en tout cas, Jardin du Luxembourg, je pense que tu peux pas avoir une meilleure vitrine que là, et je suis ravie que du coup, tu vois, tu vas toucher un grand nombre de gens de tout horizon, comme tu le disais. Tu auras autant des touristes étrangers que des vrais Parisiens, que des gens en balade, etc. En plus, tu es quand même sur de mai à septembre, donc tu as quand même une étendue où il va y avoir du monde. Donc c'est génial en termes de démocratiser et de parler de la couleur végétale. Je trouve ça super bien. Donc on arrive sur la partie de la transmission. Donc toi clairement c'est par tout le travail que tu fais de transmettre par le concret dans les balades, dans les jardins. Tu as parlé aussi de tes ateliers, de tes expos, de tes conférences. Est-ce que tu vois d'autres choses sur la transmission que tu peux nous partager? Alors sur la transmission, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait une exposition. Le hasard est incroyable. Quand j'ai fait mes expositions en Normandie en 2021, je me suis aperçue qu'un certain Dambournay qu'on croise dans tous les bouquins de teinture Ouais. était né à Rouen il y a pile 300 ans. Et je me suis dit, oh mais en fait c'est qui? Enfin, c'est parce que je travaillais vraiment à côté de Rouen moi, hein, et je me dis c'est drôle, c'est qui ce monsieur quoi? Parce que je le croise dans tous les très bons bouquins de teinture, il est toujours cité. Et donc je me suis rendu compte qu'il était né il y a pile 300 ans là-bas. Et en fouillant rapidement, je suis tombée sur un personnage dingue, incroyable. J'en ai parlé avec un responsable du conseil général qui a craqué aussi, qui m'a dit faites-nous une expo sur ce personnage. Donc l'année dernière, j'ai travaillé sur ce botaniste du XVIIIe siècle, rouennais, qui était d'une incroyable modernité. Alors c'était un homme de son temps, hein, c'était un homme de son temps parce que en revisitant un petit peu son histoire, évidemment, on rencontre la grande histoire de France, histoire de l'Europe avec les guerres qu'il y avait avec l'Angleterre, les problèmes de, 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 de fourniture de colorants. Dambournay était fils d'armateur de bateaux, il était lui-même négociant, il était assureur de bateaux et il touchait à l'agronomie, à la botanique. Il a été intendant pardon du jardin botanique de Rouen et il s'est intéressé très rapidement aux plantes tinctoriales. Il a réacclimaté la garance dans son propre jardin. Il a fait pousser du pastel dans son jardin. Il a fait pousser de la gaude. Il a écrit des mémoires qu'il a lus à l'académie. C'était un latiniste émérite. Il était violoniste. Il écrivait, il dessinait. C'est un type extraordinaire. Et donc, on a Ouais. fait une exposition l'année dernière à l'abbaye de Beaucherville sur ce personnage. Et je ne peux que conseiller. Oui, alors le truc génial de Dambournay, c'est qu'en fait, comme il y avait des problèmes pour se fournir en matière colorante, euh, son réflexe était de dire pourquoi on va au bout du monde chercher des colorants alors qu'on a peut-être chez nous ce qu'il faut. Et il crée un laboratoire vraiment chez lui. Il travaille avec un ancien domestique, Pierre Petitjean, ça s'appelait.
Et là, ils se mettent à tester le pouvoir colorant de centaines de plantes normandes. Et le côté génial de Dambournay, c'est que il va arriver à explorer ces plantes en utilisant un nouveau mordant à base de bismuth, qui était un petit peu était une roche qui interrogeait à l'époque. Mais il va aussi faire ses tests avec de l'alun. Et du coup, l'alun qui n'était réservé qu'à certains, qu'aux couleurs grand teint en fait, hein, il y en avait très peu. Il va tester toutes ces plantes avec des couleurs, avec de l'alun en fait. Donc d'un seul coup, on a une explosion de couleurs incroyable. Et il va essayer, je sais plus combien, 18 ou 19 mordants, notamment de l'or. C'est rigolo parce qu'il écrit d'ailleurs que l'or c'est un super mordant pour la teinture, mais que c'est très cher. Et Peut-être pour les marques de luxe, ça peut intéresser un mordant à l'or et des essences de plantes très rares. Exactement, exactement. Et du coup, je me suis vraiment complètement replongée dans son livre parce qu'il a écrit un recueil de recettes où là, c'est là qu'il est génial, c'est qu'il balance tout, ses recettes, ses échecs, ses réussites, ses réflexions, et c'est déjà un homme, c'est déjà un homme moderne. Parce qu'en fait, il y a Ah ouais. je sais plus pour quelle plante, mais il dit on pourrait mettre à profit, je sais plus si c'est l'aulne ou mais les déchets de taille de cette plante qu'on a à foison chez nous, on Ah ouais, pourrait génial. valoriser cette plante. Et en fait, pour ce qui est de la transmission, je conseille vraiment à tous les gens qui s'intéressent à la teinture d'aller récupérer sur le site de la BNF le recueil de Dambournay. Le titre est à rallonge. C'est le recueil Ouais. de procédés d'expérience sur les teintures solides. Parce que avant de tester n'importe quelle plante, en fait, c'est ça l'intérêt de Dambournay, c'est qu'on va regarder ce que lui a trouvé. Il fait gagner un temps hyper précieux D'accord. parce qu'il a fait ses propres tests et puis qu'il donne ses résultats. Donc parfois il dit là ça vaudrait le coup de chercher. La pomme de terre il y a rien, c'est pas la peine de fouiller, il y a pas de couleur dans la patate par exemple. C'est très beau, c'est bien écrit. Le côté génial du 21e siècle, malgré tout, c'est qu'on a accès à beaucoup de documents qui sont archivés en France. Alors pour le coup, c'est vraiment bien. Il y en a certainement encore beaucoup archivés, mais il y a déjà beaucoup de choses à éplucher. Donc au niveau de la transmission, je dis, n'hésitez pas à aller voir dans ce qui s'est fait, parce que nos anciens ont testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Dambournay, c'est un sujet de réflexion qui est super intéressant. Voilà, donc je fais des conférences sur Dambournay régulièrement pour justement faire découvrir ce personnage et puis tous ses travaux monumentaux parce qu'il a travaillé avec plein de mordants, il a travaillé avec, il a essayé plein de choses. Enfin, je n'imagine pas le travail pharaonique. Il a passé 10 ans à faire ça. Et bon voilà. Voilà pour la transmission par le passé. Et la transmission, donc moi je fais des ateliers, il y en a quand même dans beaucoup de régions de France. Chacun a ses recettes, hein, la teinture c'est comme la cuisine en fait. Il y a des choses de base, il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des choses à ne pas manquer. On ne fait pas de teinture sans mordancer. Je vois encore des personnes qui me disent je sais pas comment vous faites. Alors j'ai est-ce que vous mordancez? Oh non, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est indispensable avec la plupart des plantes. Donc mais voilà, faut expliquer pourquoi c'est indispensable. Souvent les gens bon voilà, mais c'est comme si un cuisinier prépare son gâteau, il ne le met pas au four, il aura un résultat voilà qui. Donc on peut se former de façon assez facile, je trouve, et puis avoir des résultats très rapidement. Donc je trouve que c'est aussi une belle idée de cadeau pour des gens, voilà, des gens des étudiants, des gens qui partent en retraite, des gens qui ont des jardins et qui ont envie de donc moi, c'est un peu comme ça que je fais. Si vous voulez découvrir l'âme colorée de votre jardin, je veux bien vous apprendre à bien faire des ateliers. Donc, je fais effectivement des ateliers, c'est des initiations. Après, moi, je renvoie sur les livres, je renvoie pour des gens qui ont une approche plus pointue sur l'impression sur tissu ou une teinture végétale plus poussée. Voilà, je vais sur les personnes qui font ça très bien et depuis très longtemps. Donc je parle de Michel Garcia, je parle d'Aurélia Wolf, de tout un tas de gens, voilà, qu'on connaît, et puis les bouquins surtout. Ça, je donne toujours les références. Et puis si moi mon actualité au niveau formation, c'est que je vais intervenir
pour une école de design qui est en train de se créer, une école internationale de design qui est en train de se créer, en Puisée, bizarrement en pleine campagne, qui est lancée par Thomas Dariel, qui est un designer qui a reçu beaucoup de prix, un jeune designer français, et qui crée une école de design où il y aura un pôle métal, un pôle bois, verre, céramique et couleur. Voilà. Et moi, je vais intervenir sur tout ce qui est couleur. L'idée, c'est vraiment de jeter des ponts entre la théorie du métier des architectes, décorateurs, graphistes, etc., et la pratique par la main. Il y a une phrase, oui, je vais la livrer parce que c'est une phrase que j'adore de Dambourné, que j'ai trouvée dans un courrier qu'il a envoyé à un ami, je crois. Commence un paragraphe en mettant l'expérience, le meilleur de tous les maîtres. Et ça, c'est clair. La main n'oublie pas, en fait. Donc, c'est pour ça que s'initier à la peinture, c'est hyper intéressant. C'est comme quand on fait une recette de cuisine une fois, on sait la faire jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà pour la transmission. Alors, donc après la transmission, j'aime bien parler d'inspiration. Donc tu nous as donné pas mal d'inspiration, mais est-ce que tu peux nous dire donc des personnes que tu n'as pas citées, des personnes qui t'inspirent que tu n'as pas citées encore? À part Magali Bontou. À part Magali Bontou, et sinon c'est Magali Bontou et ça me va bien. Je lui dois tellement. Elle m'a tellement transmis sa passion, Magali. Alors moi, il y a quelqu'un dont j'ai pas trop entendu parler, mais si peut-être une fois, c'est l'atelier de Mickey, qui doit être en Suisse, qui fait de la peinture. Alors elle fait des métrages. Elle fait ça dans son jardin. Elle fait des choses magnifiques. Elle fait sa laine et elle fait une newsletter que j'adore lire, où elle raconte un petit peu toutes ses saisons, et puis elle a un rapport à la nature, à la biodiversité qui est super bien. Donc l'atelier. D'accord, mais écoute, voilà. Je me le note. Est-ce que tu as des jardins, alors cette fois-ci pas des jardins que toi tu vas interpréter et voir selon l'angle de la couleur, mais est-ce que tu as des jardins tinctoriaux ou des jardins que tu pourrais recommander qui valent le détour? Bon, bien sûr, le jardin du Luxembourg du 1er mai au 30 septembre, ça on a bien compris. Est-ce que tu as d'autres jardins qui toi t'ont interpellé, que tu aurais envie de partager? Alors, je ne le connais pas, mais le jardin de Cécilia Aguirre. Ouais, alors attends, je me gourre tout le temps, la micro-ferme des Lilas. Voilà, exactement. Après, je sais que Greening, ils font des super produits. Alors moi, je me fournis dans la nature, donc je passe pas trop par eux. Moi, c'est ça qui m'amuse, c'est vraiment de récolter vraiment in situ. Comme ça, non, à l'abbaye de Beaucherville, il y avait un petit carré de plantes tinctoriales. Et c'est aussi pour faire la remarque que les jardins tinctoriaux, ils sont pas listés, ils sont pas connus. Tu vois, c'est un peu comme on dit, il y a plein de teinturières à façon qui font de la teinture végétale. Oui, mais elles sont pas ni répertoriées ni connues. C'est pareil en fait pour les jardins tinctoriaux, j'ai l'impression. Donc ce serait encore il manque peut-être une plateforme, un rendez-vous. Bon, ça a été évoqué. C'est difficile de réunir tout le monde le même jour au même endroit sur la planète. Ça, c'est pas évident. Peut-être une plateforme où on puisse trouver justement tous ces métiers-là. Mais c'est un travail de titan. Ouais. Mais oui, ce serait hyper précieux. Ce serait hyper précieux parce que finalement, tout ça, nous, on est tous avec nos petits bouts de papier, nos petits carnets, on note des trucs. Mais si on avait quelque chose qui était mis à jour, surtout qui était d'actualité, ce serait hyper précieux. Je pense que ça contribuerait à pousser cette filière. Carrément. Parce qu'on travaille. Moi, je suis toute seule. Hein. Moi, je gère Pérégrine absolument toute seule. Je fais tout moi-même. Donc, chaque heure est hyper précieuse. Et moi qui adore faire de la mise en réseau, pour l'exposition sur Dambourné, j'avais pensé peut-être réunir des teinturiers. Puis en fait, c'était un boulot de fou. On avait un timing. Il fallait faire cette expo en 6 mois. C'était trop court, trop juste. Et puis, j'avais eu Dominique Cardon, j'avais eu Marie Marquet, qui étaient chacun, David Santandreux, qui étaient chacun dans leur
dans l'art actu et qui, voilà, c'est le problème Ouais, des projets passion, quoi. C'est qu'on est, on est à fond dedans. On est à fond dedans. Alors, si tu étais une plante colorante, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors, je serais la vergerette du Canada. Ah, alors vas-y, raconte-nous. Je le dis parce que je crois que personne donne cette petite plante Non. qu'on trouve. Alors là, pour le coup, c'est une petite plante qui est hyper chargée en colorants jaune et vert. Moi, c'est la première plante avec laquelle j'ai fait mes essais quand je me suis lancée dans la teinture, parce que j'ai fait plein de tests et je notais tout et puis je recommençais. J'ai fait des dizaines et des dizaines de tests avec cette plante. C'est une petite plante invasive qu'on trouve beaucoup sur les chantiers, qu'on trouve en ville, qu'on trouve à la campagne, sur des terrains un peu sablonneux. Elle est beaucoup méprisée. C'est pour ça que j'aime bien quand même en parler. Et voilà, pour rien du tout. On peut faire des tests super. C'est pas la peine d'acheter des Ouais. colorants super coûteux quand on se lance. Il faut se servir, voilà. Et la Vergerette du Canada, ça produit des jaunes et des verts. Moi, les premiers foulards que j'ai fait avec ça, je les porte toujours et ils n'ont pas bougé. Donc, je trouve que c'est une super Donc, plante. ok. Vergerette du Canada. J'irai regarder parce que ça ne me parle pas tout de suite là d'emblée. Quel est le projet dont tu es le plus fière aujourd'hui, Virginie? Euh, le Elle est projet difficile cette question. ben, d'avancer, de faire des rencontres toujours plus intéressantes, toujours plus riches, de me faire confiance. Et puis, ouais, voilà, ouais, le partage des rencontres. Je pense que c'est ça. Moi, ce projet, la nature euh, me permet, en parlant d'elle, en la valorisant, de faire des trucs magiques. Voilà, de faire des expos, de faire des rencontres, de gagner ma vie. Et ouais, toute seule, je trouve que c'est bien. C'est bien ouais, je suis contente de ça. Je suis très fière à mon niveau, à mon petit niveau, de mon expo sur Dambournay, parce que j'ai passé une année géniale avec lui. Je regrette juste de jamais avoir pu le rencontrer. Et c'est cool. Et puis, il y a le Luxembourg qui arrive. Donc ça, c'est vrai que ça va être aussi important. Un autre projet dont j'ai pas parlé ou que j'ai juste abordé, c'est aussi l'aboutissement d'un rêve que j'ai depuis que j'ai lancé Pérégrine, c'est de transcrire mes teintes en peinture professionnelle pour le bâtiment, parce que Ah, génial. oui, j'aimerais beaucoup que ces couleurs naturelles, elles rentrent partout, chez tout le monde en fait, pas que dans les très très beaux lieux et dans des lieux de soins aussi. Et du coup, je travaillais jusqu'alors avec une marque de peinture française euh, biosourcée avec de l'huile de cameline. Mais là, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Olivier, qui a une quarantaine d'années, il est tout jeune, qui était peintre en bâtiment. Et quand il a eu son brevet professionnel, il a tout de suite chopé des allergies. Il était complètement allergique à toutes les peintures professionnelles qu'il appliquait. Et il avait un rêve, c'était de faire sa propre peinture. Et il a bâti son cahier des charges pour une peinture biosourcée, une peinture au prix du marché. Et il l'a sorti il y a 2 ans. Ça s'appelle Bao. C'est une peinture, c'est une marque qui s'est créée sur Nantes, BAHO. Donc Olivier a accompli son rêve et quand j'ai croisé son univers de peinture biosourcée avec des déchets végétaux, lui c'est génial Ah, génial, ouais. parce qu'on il recycle vraiment des déchets agricoles. Donc moi c'est un peu la peinture que je cherchais. Ça me gêne toujours de mettre dans un pot de peinture quelque chose qui vient d'une céréale qui aurait pris la place de quelque chose d'alimentaire. Bon, c'est peut-être un peu bête, mais voilà, ça c'est mon truc. Et là, Olivier, il fait ses peintures avec donc des déchets végétaux recyclés. Donc elles sont vraiment très belles, elles sont très couvrantes. Et il me fait mes teintes sur mesure. Donc en fait, il a flashé sur mes nuanciers. Il m'a dit, est-ce que tu penses pouvoir me sortir des nuanciers de couleurs naturelles dans la logique de tes jardins? Donc là, dans 15 jours, 3 semaines, je sors la première collection de couleurs naturelles chez lui. Et c'est 4 essences que j'ai prises dans le jardin de Colette. Donc voilà,
On a fabriqué les peintures aux teintes obtenues sur tissu à partir du cerisier, à partir du noyer, du sureau et de la vigne vierge. Voilà. Et puis l'année Super. prochaine, il y aura une autre collection d'un autre jardin que je n'ai pas encore choisi. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore. Et donc tous les ans, il y aura de nouvelles essences qui seront proposées en fait aux particuliers, mais pas que, hein, aussi aux professionnels. Et puis l'idée, c'est vraiment de faire rentrer ça dans la scénographie, dans l'architecture, Top. dans tout un tas de projets. Voilà, par petites touches ou en aplat. Et c'est un peu. Alors en fait, ces peintures-là, c'est les peintures que j'ai commandées pour l'exposition du Jardin du Luxembourg. Donc Ah oui, d'accord. Pour mettre voilà, autour de tes feuilles en bois, là. voilà, c'est ça. Donc ça, D'accord, c'est ok. mon actualité. Puis je suis très contente parce que voilà, j'attendais une peinture qui soit la plus vertueuse possible, la moins polluante possible. Alors les colorants ne sont pas des colorants végétaux, c'est à 80% des minéraux et à 20% du synthétique, mais nos teintes naturelles font qu'on n'a pas besoin de beaucoup de colorants synthétiques. Je sors pas des jaunes fluo, je sors pas des rouges fluo, je sors pas des bleus ou des verts électriques. Donc finalement, mes teintes, c'est ce que me disait Olivier, c'est principalement du minéral dedans, quoi. Donc Ok. Bah, c'est la écoute, c'est un super projet à suivre. Est-ce que maintenant, donc j'ai 2 dernières questions, c'est la partie livre. Donc tu en as cité notamment sur la BNF, donc le recueil des procédés d'expérience de Dambournay. Est-ce que tu as Ouais. d'autres livres que tu veux nous citer? Oui, il y en a un alors on le trouve peut-être plus trop, mais je pense qu'on peut encore facilement le trouver sur les vides-greniers. Je pense pas qu'il soit réédité. C'est un bouquin de Dominique Cardon qui s'appelle Le guide des teintures naturelles avec des illustrations de Gaëtan Duchâtenay. Et c'est sur les plantes, les lichens, les champignons, les mollusques. Alors c'est comme la Bible, sauf que c'est 2 poches et qu'on peut l'emmener hyper facilement. Il y a des planches botaniques, donc ça permet vraiment de bien reconnaître les plantes. Et moi, j'adore quand je fais de la teinture croiser ce bouquin-là avec la Bible de Dominique Cardon, avec les bouquins qu'on a déjà cités. Et il y a un autre bouquin dont j'ai pas encore entendu parler, mais peut-être que j'ai pas tout entendu. C'est l'histoire naturelle des tanins, Non, qui est un bouquin de on n'en a jamais Marc-André parlé. Sellos. Marc-André Sellos, Selo2Se. Et le titre, c'est Les goûts et les couleurs du monde. Super. Et ça, pareil, c'est un bouquin. Alors là, moi, enfin, tous les passionnés de plantes et de plantes tinctoriales, ils trouveront leur bonheur parce que ça aborde les tanins pas que sous l'aspect colorant. Euh, Et on voit encore une fois que la nature est géniale et que on devrait un peu plus l'écouter et la suivre et la respecter. Carrément. Écoute, est-ce que tu peux maintenant nous citer à qui tu passes ton micro? Mais à qui je passe le micro? Ouais. Bah, j'aimerais bien Magali. Bah moi aussi j'aimerais bien. Je vais essayer de la recontacter. Donc Magali Elle Bontou. a toujours la tête dans son atelier, donc elle n'est pas facile à joindre. Mais elle est tellement géniale. Ok. Puis voilà, voilà, elle connaît elle connaît très bien Michel Garcia, Marie Marquet. Enfin, voilà, moi je lui dois tout. Je dois tout à Magali, son enthousiasme et puis elle donne énormément. Elle donne vraiment tout. Voilà, elle partage. Elle est dans un vrai partage. Donc voilà à qui je donnerai mon micro. Ton Et puis, je micro. pense quand même que Mickey, là, cette fameuse Mickey qui est, je pense, en Suisse, elle fait du Oui. métrage. Donc, elle, je pense que ça peut être super intéressant sur, voilà, moi, physiquement, je ne sais pas comment elle fait. Physiquement, je ne sais pas comment elle fait toute seule pour faire D'accord. des métrages de tissu teint, voilà. Ok, bah écoute, je vais me rapprocher de ces 2 personnes pour la suite de ton épisode et c'est bien à elles que tu passes le micro, donc je vais essayer de les avoir. Bah écoute, merci beaucoup Virginie. Mais de rien du tout, c'était un plaisir. Et puis, bah, très bonne continuation, parce que c'est une merveilleuse initiative que tu as lancée. Sur les chapeaux de roue, hein, ça ne me ça. Je vais me calmer après, je vais me calmer un petit peu. Bon bah merci beaucoup Virginie. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités.
Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!